Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro d'Express Orient. Au programme cette semaine, le divorce prononcé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Les relations diplomatiques entre les grands rivaux ont été rompues après l'exécution de l'imam chiite saoudien Nimr al-Nimr. Nous nous pencherons sur les conséquences de cet événement dans la région. Nous irons également en Syrie où la guerre a jeté de nombreuses personnes dans la rue. Les sans-logis sont très nombreux. Plus de 2 millions de logements ont été détruits par les bombardements. Nous irons à la découverte du désert de Negev en Israël, où les touristes peuvent profiter du beau paysage et des balades à dromadaire. Son visage était devenu le symbole de la contestation chiite dans le royaume wahhabite. Nimr al-Nimr, imam chiite saoudien, a été exécuté pour terrorisme samedi avec 46 autres personnes. Il avait été à la tête du soulèvement de sa communauté dans l'est du royaume en 2011. Le cheikh al-Nimr était un farouche opposant au clan des Saouds. Sa proximité avec l'Iran lui a valu l'étiquette d'espion sans depuis. Défenseur de la minorité chiite en Arabie Saoudite, Cheikh Nimr Bakr al-Nimr était aussi un opposant virulent de la dynastie au pouvoir. Lors de ses prêches, il critiquait ouvertement le royaume saoudien. On ne soutient pas la famille Saoud. C'est notre droit, voire notre devoir de ne pas les soutenir. On ne veut pas que les Saouds nous gouvernent. Comment peut-on le faire alors qu'ils t'officient ? En 2009, l'imam appelle à la sécession d'une province à l'est du pays, une région riche en pétrole, où est concentrée la minorité chiite dans ce pays majoritairement sunnite. Riyad le soupçonne d'être un agent secret iranien et lance un mandat d'arrêt contre lui. 2 ans plus tard, le printemps arabe frappe l'Arabie Saoudite. Cheikh Nimr mène le mouvement de contestation côté chiite. En 2012, il s'élève contre l'intervention militaire saoudienne au Bahreïn contre des manifestants chiites. Cette année-là, le chef religieux est arrêté par la police saoudienne. Il est blessé à la jambe pendant son arrestation. Ses sympathisants descendent dans la rue pendant 3 jours pour réclamer sa libération. 3 personnes sont tuées. Riyad le condamne à mort en 2014 pour désobéissance au souverain et pour terrorisme. Un procès jugé injuste par plusieurs ONG internationales. Son exécution intervient alors que son neveu de 21 ans est lui aussi dans le couloir de la mort. Il aurait participé aux manifestations de 2012 et était encore mineur à l'époque. L'exécution du cheikh al-Nimr a mis le feu aux poudres et a eu pour conséquence directe la rupture des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Une décision de Riyad après l'incendie de son ambassade à Téhéran par une foule en colère. D'autres pays alliés de l'Arabie Saoudite ont cessé ou réduit leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Sur le terrain, les retombées seront également nombreuses. Quelles conséquences sur les dossiers en cours? Élément de réponse avec Florence Gaillard. 2 puissances rivales, aussi bien sur le plan religieux qu'économique. La première prétend défendre la confession sunnite à Riyad, la seconde, le courant chiite à Téhéran. Les 2 produisent du pétrole et les 2 jouent un rôle prépondérant dans la région, et elles n'en sont pas à leur première crise. Il y a un précédent quand même à la fin des années 80, au moment d'une émeute à la Mecque, il y a eu une première rupture des relations diplomatiques entre les 2 pays, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça prend un tour inédit par l'ampleur, et notamment l'ampleur régionale, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était très bilatéral, tandis qu'aujourd'hui on voit bien que c'est une onde de choc régionale qui traverse tous les pays. Des pays voisins qui risquent d'en subir les conséquences. D'abord le Yémen, pour qui l'ONU avait programmé des pourparlers en ce début d'année. Depuis mars dernier, une coalition sunnite menée par l'Arabie Saoudite bombarde ce petit pays, où les milices houthis soutenues par l'Iran ont délogé le président en place. Ensuite, on s'attend au raidissement de l'Iran dans les négociations sur la Syrie, notamment sur la place de Bachar el-Assad, leur allié. Depuis l'accord sur le nucléaire iranien, Téhéran gagne en influence sur ce dossier, tandis que l'Arabie Saoudite soutient les groupes salafistes opposés au régime. Ces divisions profitent au groupe État islamique, qui lui-même a proclamé son califat à cheval sur la Syrie et l'Irak. La région est entrée dans une zone de turbulence qui peut faire référence, à toute chose égale par ailleurs, à ce qu'a connu l'Europe avec la guerre de 30 ans, dont la variable confessionnelle n'était pas le moteur direct de l'affrontement, mais qui était instrumentalisée pour des raisons de puissance. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Moscou et Washington ont appelé au calme ensemble, mais les grandes puissances semblent dépassées par l'escalade de la violence au Moyen-Orient. Dimanche, la Ligue arabe doit se réunir à la demande de l'Arabie saoudite. En Syrie, ils sont nombreux, ceux qui ont survécu au bombardement mais qui n'ont plus de toit. En 5 ans de guerre, plus de 2 millions de logements ont été détruits. La rue est devenue le seul foyer pour beaucoup de déplacés comme Abou Ziad qui vit dans son pick-up à Damas. Ce vieux pick-up n'est pas seulement la source de revenus d'Abou Ziad, c'est aussi son logement. Ce Syrien de 62 ans fait partie des 7 millions de personnes déplacées à cause de la guerre. Sa maison dans la banlieue de Damas a été détruite il y a 2 ans. Sa femme et l'un de ses fils sont morts peu après. Depuis, il vend des cigarettes dans le centre de la capitale. Le loyer le plus bas pour une maison ici, c'est entre 20 et 25 000 livres syriennes, ce que je ne peux pas payer. Certains jours, j'arrive à gagner entre 500 et 600 livres et je prends une chambre dans un hôtel. Mais quand le travail ne rapporte pas, je peux dormir dans le pick-up ou alors je vais chez des amis, ça dépend. Abou Ziad a garé son pick-up de manière permanente dans le centre de Damas car il n'a plus les moyens de le réparer. L'hiver, il brûle des cartons de cigarettes pour rester au chaud. Il n'est pas le seul à ne plus avoir de toit au-dessus de la tête. Selon cet économiste, la reconstruction des maisons et des infrastructures détruites par la guerre coûtera près de 230 milliards d'euros. Il y a plus de 2 millions de logements détruits en Syrie qui ne peuvent plus servir d'hébergement. Ces maisons étaient les foyers de plus de 6 millions de personnes. Les zones les plus touchées sont la campagne proche de Damas et la ville de Homs, où des villages ont été entièrement rayés de la carte. Parfois, plus de 20 personnes s'entassent dans des maisons qui en accueillaient 5 auparavant. La famille de Sakina a trouvé refuge dans un immeuble en construction en banlieue de Damas. Nous sommes 5 familles ici. Chacun avait sa propre maison avant. Puis nous avons été obligés de vivre ensemble, dans un seul appartement pour diviser le loyer. Il n'y a pas de fenêtre, pas de porte, pas de chauffage. Nous n'avons pas de ressources pour nous en sortir. Le conflit syrien a fait plus de 250 000 morts en presque 5 ans. D'après l'ONU, 4 Syriens sur 5 vivent dans la pauvreté ou la misère. Après le désert de Lout en Iran la semaine dernière, je vous propose de traverser celui du Negev en Israël, une terre aride dans le sud de l'État hébreu, avec un paysage spectaculaire et des canyons à couper le souffle. Reportage de nos confrères de France 2. Derrière ces lignes de crêtes ciselées se dévoile un désert unique au monde. Pour comprendre le désert du Negev, il faut se perdre dans ces canyons, parcourir ces rivières. Dans le spectaculaire cratère de Mitzpe Ramon, des touristes américains ont choisi ce vertigineux promontoire pour découvrir le paysage de façon verticale. C'est la meilleure façon de profiter de la vue. Bon, faut avoir l'estomac bien accroché, mais c'est vraiment sympa. Pour certains, au moment d'approcher du bord, Reculez. les jambes ne répondent plus vraiment. Comment dit-on « j'ai peur » en français? Si le vertige est insurmontable, il vous reste la route époustouflante qui descend dans le cratère. Les couches de pierre ici ont 20 ou 30 millions d'années, mais en bas, c'est 200 millions d'années. La route, c'est une machine à remonter le temps. Car si les animaux que ce guide touristique croise tous les jours le long de la route sont bien vivants, d'autres, fossilisés, se nichent dans les rochers dès qu'on quitte la route principale. On a beaucoup de fossiles des escargots, les poissons qu'on peut voir. Difficile de croire que ces montagnes baignées de soleil se trouvaient il y a fort longtemps sous le niveau de la mer. Désormais, on s'y balade à dos de dromadaire sur les traces des Bédouins. J'ai un peu l'impression d'être sur une autre planète. On se croirait dans Star Wars ou un film de ce genre. Pour ces touristes venus de Chicago, la soirée se déroulera dans cette oasis, où les Bédouins font découvrir leur légendaire sens de l'hospitalité.
À commencer par cette façon très particulière de moudre le café. La nuit, ce sera ensuite dans ces cabanes en bois. Très clémente en journée, les températures peuvent tomber jusqu'à 5 degrés la nuit, cela fait partie du charme. On voulait de l'aventure, c'est ce qu'on a ici. Alors on verra bien demain matin à quel point l'aventure était aventureuse, mais ça devrait bien se passer. Les beautés du désert, dit-on, se retirent parfois aussi vite qu'elles se sont offertes. C'est tout le piment.